Olivier vous présente le magazine Nouvelle Conscience, le 3e samedi de chaque mois, de 23h à 1h. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne d'ici et maintenant. 95.2, fidèle au poste, Olivier avec vous pour vous présenter ce soir Nouvelle Conscience, comme tous les 3e samedis soirs de chaque mois. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Alison Bappel et puis également Louane Hugenel. Toutes les deux sont avec moi, pas physiquement puisqu'elles sont chez elles en Dordogne et dans l'Ardèche, mais par Skype. Et donc on va faire cette conversation à 3 pour découvrir cette thématique que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui, qui était l'éveil chez les jeunes, puisque vous allez le découvrir, Louane et Alison ont toutes les deux 24 ans et 35 ou 36 ans, je ne sais plus pour Alison. Voilà, donc bonsoir à vous deux, Louane et Alison. Alors merci d'être là. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter? Peut-être Alison, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais commencer par dire qui tu es, tout simplement, peut-être dans la vie, et puis rajouter derrière un petit peu ton parcours spirituel, puisque c'est surtout ça qu'on va étudier aujourd'hui, bien entendu, en rapport avec ce que tu es, ce que tu fais dans la vie. Et puis peut-être après, Louane, toi aussi, tu te présenteras. Alors, me présenter. Alors, par où commencer? Déjà, ce que je fais dans la vie. Dans la vie, moi, je suis prof de pilates et je suis en pleine formation sophrologie. Donc, voilà, je suis maman de 2 enfants, de 5 et 3 ans. Voilà, j'ai une vie simple et ordinaire. Après, je vais plutôt parler de mon parcours spirituel puisque c'est vraiment ça qui a fait que voilà, ça devient intéressant. Donc en fait, depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par la spiritualité. Pas très officiellement finalement, mais plus en voyant des choses par-ci par-là. J'ai voulu faire du catéchisme. Je sais pas, vers l'âge de 8 ans, j'ai dû passer mon baptême, faire ma première communion, alors que toute ma famille est complètement athée. Donc voilà, j'ai été attirée par les édifices religieux, mais c'était rien d'officiel vraiment et très sérieux. Par contre, j'ai été vraiment... Excusez-moi, je vous interromps les filles, il y a un bruit de fond. Est-ce que vous avez un bruit de fond par chez vous, non? Qui vient, qui s'en va par moment? Non, du tout. Bon. Oui, moi j'en ai un léger. Quand j'écoute Alison, en fond, il y a un petit bourdonnement. C'est ça. Ouais. Elle est peut-être dans une ruche en ce moment. Après, c'est peut-être le ventilateur de mon ordinateur qui fait ça. Je sais pas. Moi, je vous entends hyper bien. Bon, allons-y. Donc voilà. La question qui suit, j'ai venue très très tôt. En fait, puisque depuis toute petite, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qui clochait. Et donc cette question ne venait pas sous cette forme-là, hein, bien sûr. Elle venait un peu plus sur la forme de qu'est-ce que c'est que tout ça, qu'est-ce qu'on est réellement, qu'est-ce qu'il y a derrière toutes les formes. Ça peut pas être possible qu'on soit juste cette petite humain sur Terre. Voilà. Donc c'était quelque chose qui me fascinait. Je me posais des fois des questions, je m'imaginais que j'étais en train de rêver. Et que en fait j'étais en train de dormir dans mon lit, que j'étais en train de rêver ma vie. Donc j'avais déjà des lueurs d'éveil depuis l'enfance. Et puis ça s'est vraiment concrétisé en fait quand j'ai eu ma première fille. Puisque là tous les conditionnements, toutes les croyances, toutes les perceptions du monde, l'éducation, tout ça, tout est remonté.
Et c'est là où j'ai commencé un travail personnel sur moi, etc. Et puis en voyant que finalement, il n'y avait rien qui bougeait. J'avais beau travailler sur moi, faire des thérapies, etc. Je trouvais pas ce que je cherchais. J'étais toujours aussi insatisfaite et toujours aussi... j'avais une mélancolie de fond, une tristesse de fond, une dépression de fond, et je savais pas pourquoi, parce que j'avais tout ce qu'il fallait dans la vie. Mais du coup, voilà, j'ai cherché, puis finalement un jour... Alison, je t'interromps, excuse-moi. En fait, le bruit s'interrompt lorsque tu ne parles plus, donc je me demande, c'est pas ton micro, tout simplement. Est-ce que tu peux essayer sans le micro? Oui, on va voir si ça fait quelque chose. Comme ça, finalement. Peut-être enlève le micro, et puis enlève le casque, et puis fais sans casque. Peut-être que c'est ça. Alors, allons-y, on va essayer comme ça. On t'écoute, excuse-moi de t'avoir coupé, vas-y, reprends. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Est-ce que tu m'entends mieux? Allons-y, vas-y, parle. Écoute, je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Je sais plus, on était en train de parler. Voilà. Donc oui. Et c'est un jour, en allant voir mon ostéopathe et en lui parlant de mes problèmes de la vie, comme tout le temps, qui m'a donné un lien vers un satsang. Et en fait, c'était un satsang de Gérald et Pierre. Et voilà. Et quand j'ai vu le satsang, j'ai fait « Oh, mais c'est ça que je cherche !» Bon sang, ça m'a fait l'effet d'une bombe. Et donc, il y a un chemin qui s'est un peu plus concrétisé, on va dire. J'ai commencé à vraiment faire beaucoup de satsang, nuit, jour. Je me levais, j'avais que ça dans la tête. Toute la journée, le soir en me couchant, je ne pensais qu'à ça. Je rêvais même de ça. J'avais même des rêves. Voilà, c'était obsessionnel, c'est devenu obsessionnel. Donc voilà, jusqu'à une expérience d'éveil qui m'est arrivée il y a 1 an et demi de ça, à 2 ans. Et que j'aimerais bien que tu décrives effectivement en détail, soit maintenant si tu le sens, sinon un peu plus tard si tu as besoin de continuer ton parcours. La description de ton parcours. Non, tu vois, finalement mon parcours il est pas long. Officiellement, ça a duré 2 mois où vraiment j'ai beaucoup regardé de satsang. Voilà. Et donc cette expérience est survenue. Parce que au bout d'un énième satsang que j'avais vu pour la énième fois, voilà, j'ai fermé l'ordinateur en me disant écoute, t'as plus rien à apprendre en fait. Enfin, qu'est-ce que t'es en train de vouloir essayer d'apprendre quelque chose? T'as tellement tout écouté que maintenant il faut que tu essayes d'intégrer et d'appliquer ce que tu as compris. Et c'est à ce moment-là en fait il y a eu un lâcher prise. Et j'ai été complètement voilà. Je crois que la meilleure des descriptions, c'est qu'il y avait... Voilà. Est-ce que tu peux quand même essayer de mettre des mots sur l'indicible? Parce que la radio, ça marche par des mots. Ah oui. Et on ne te voit pas, et si on n'entend pas de mots, c'est un petit peu compliqué, même si on sait bien que c'est indescriptible. Mais toi, justement, comment est-ce que ça a été vécu de manière si personnelle, ou après tout si impersonnelle? Puisque à ce moment-là, j'imagine que ça devient très impersonnel. C'est ça, en fait, il n'y a plus rien ni personne, en fait, pour voir quoi que ce soit. Il y a comme un trou noir, c'est comme un sommeil profond, tout d'un coup, sommeil profond. Et il y a eu cette émergence de j'existe. Même avant ça, il y a eu une sensation, une impression, c'est là où l'identification naît, finalement, la première identification. Je suis, j'existe. Il y a vraiment quelque chose de vibrant, de plein, le potentiel de la vie qui jaillit tout d'un coup. C'est vraiment une étincelle, un feu qui s'allume, quoi dire de plus. Et ça s'est précipité vraiment sur l'univers. J'ai vu l'univers qui venait naisser en moi, le monde, la terre, les êtres humains. Donc j'ai vu les êtres humains, j'ai compris que tout ça en fait c'était moi, pas Alison, ce grand silence on va dire. Tout venait de là et que tout naissait que de moi
j'ai perçu qu'au cœur de chaque être humain, c'était moi. J'ai vraiment eu cette perception qu'au cœur de chaque être humain, au cœur de chaque chose, c'était moi. Donc il y a une reconnaissance profonde de tout ce qui était là, qui émergeait et qui n'était autre que moi. Et il y a eu comme une espèce de ouf, en fait c'est moi, et de soulagement et d'amour, un amour inconditionnel qui a embrassé en fait tout ce qui était là, le bien comme le mal en fait, où tout a été vu très très vite. C'est comme une image subliminale d'un coup, tout est très vite vu. Et en même temps, voilà, il y a encore des bribes de ce qui reste. Et ça, c'est le mental qui cherche encore à fouiller là-dedans. Mais donc voilà, j'ai été vraiment propulsée là-dedans pendant je sais pas combien de temps. Je peux pas dire. Il y a eu cette reconnaissance. Et puis à cette époque-là, mon bébé dormait dans sa chambre. Elle s'est réveillée, donc je me suis retrouvée dans mon salon et puis je suis allée la chercher. Puis quand je l'ai prise dans les bras et que j'ai vu son cœur, j'ai vu que c'était moi à l'intérieur. C'était moi en fait. J'ai eu l'impression de me reconnaître et elle m'a vue aussi. Elle a regardé mon regard et j'ai vu qu'il y avait eu un tilt, une reconnaissance aussi. Ça a été très intense. Et puis du coup, voilà, l'identification s'est refaite petit à petit. Ça a été très compliqué. Puisqu'après, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Ça faisait 2 mois que je regardais des satans. Donc, c'était tellement frais que voilà, l'identification est revenue très rapidement. Donc, c'est le chemin qui a été parcouru plus après qui a été difficile. C'est là où le travail, on va dire, a été fait le plus. Ça a été après cela, après cette expérience-là. En quoi a consisté ce travail, justement? C'était un travail d'intégration? Est-ce que c'était un travail d'intégration peut-être émotionnelle aussi? Alors franchement, je vais parler avec mes mots, avec mon expérience, parce que vraiment, j'en sais rien en fait de ce que c'est. Oui, ce que je ressens, c'est comme une intégration. Là, tout est vu, tous les conditionnements, toutes les émotions, tout ressurgit, tout rejaillit, mais alors hyper fort, tout ce qu'on n'a pas vu, tout ce qu'on n'a pas passé en revue, ressort comme si c'est comme pour nous montrer regarde, tu t'illusionnes là, tu es en train de t'identifier avec l'histoire alors qu'il a bien été vu que en fait il se passe rien, en fait il se passe jamais rien. On a l'impression de vivre une vie, on a l'impression d'être un humain, mais en fait il se passe rien. C'est sommeil profond. Je dois faire une image. Et du coup, c'est tellement violent je l'ai pris vraiment comme quelque chose de tellement violent, tellement radical, ça a tellement coupé toute l'herbe sous le pied, qu'ensuite, oui, il y a eu un temps, et c'est encore, et je crois qu'en fait, si on me parlait d'éveil aujourd'hui, je dirais que c'est un déploiement, et je sais pas si ça se termine un jour, en fait. Toutes ces identifications qui viennent, qui sont toujours là en boucle, qui passent, dont on est témoin, et petit à petit, ça se désidentifie, et tant que c'est pas passé en revue, ça revient, et ça revient. C'est toujours les mêmes histoires qui reviennent sous différentes formes. À la fin, c'est drôle, en fait, de voir l'histoire se présenter et de dire, bon, c'est bon, j'ai compris, ça va, on va arrêter là maintenant, on va arrêter de s'identifier à ça, et ça passe. Et ça revient un petit peu, histoire de dire, est-ce que tu as bien compris? Et après, ça passe, mais il y a encore plein de choses à explorer, dans le sens que la vie est toujours en mouvement en fait, donc c'est pas fixe. L'éveil n'est pas quelque chose de fixe. C'est une reconnaissance radicale, ça c'est évident. C'est tellement radical que voilà, il n'y a plus de temps, le temps n'existe plus. Mais après, il y a vraiment toute une intégration qui se fait et qui fait partie du rêve. Hein. Mais donc, si je comprends bien, ce jour-là, fin 2018, cette présence s'est révélée à toi, et depuis, cette présence est toujours là en toi. Tu la sens toujours présente. On est d'accord? De jour, de nuit, dans les moments où ça va bien, dans les moments où ça va pas bien, tout le temps, elle est là en arrière-plan, c'est ça? J'ai pas cette expérience-là, moi.
J'ai pas cette expérience-là, je sais pas, je sens pas. Oui, on peut dire, on sent une présence. En fait, je me sens tellement là. J'ai du mal des fois à me rappeler de ce que j'ai fait le matin. Enfin, je suis tellement là. Je sais pas comment le décrire autrement. Je suis tellement présente tout le temps. Et en fait, je n'ai que ça, que ce moment-là. Mais je sens pas forcément, je sais pas, non, je sens pas une présence. Je suis cette présence. Je sens pas quelque chose, c'est ce que je suis. Donc, ça ne se ressent pas. Ça, en tout cas pour mon expérience, je sais pas, c'est indescriptible, vraiment, c'est très compliqué à... Oui, c'est un exercice difficile et justement, il faut en passer par là dans cette émission. L'idée c'est d'essayer de donner dans cette émission plusieurs aspects, plusieurs facettes de cette expérience d'éveil qui est différente chez chacun, même si on retrouve des points communs chez tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cet éveil s'exprime de manière extrêmement différente pour chacun et très individuel au final, en fonction de votre histoire. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'explorer différentes façons dont ça s'est fait, et en particulier chez vous deux, on va arriver à toi aussi, Louane, ne désespère pas, ton tour va venir. Parce que voilà, vous représentez aussi une part plus jeune. Souvent les personnes qui viennent dans cette émission sont des personnes qui ont plus de 40 ans et régulièrement 50, 60 ans. Donc c'est intéressant aussi d'explorer comment ça se manifeste, parce que parfois dans le monde spirituel on a cette impression, on peut avoir cette idée que l'éveil c'est en apparence c'est Jésus ou c'est Bouddha, donc c'est un saint qui médite sous un arbre en tailleur, ou alors Jésus en fonction de ce qu'il faisait. Donc non, l'éveil c'est très personnel, d'après ce que chacun vient d'écrire ici, et donc c'est ça qui est intéressant. Vous, comment vous le vivez, et c'est pas forcément la même chose que les autres. Tout à fait. En fait, je crois qu'il n'y a pas un éveil. Il y a chacun le vit différemment, parce que ça s'exprime à travers un corps et une individualité, de toute manière, quoi qu'on en dise. Donc, personne n'a les mêmes mots, personne n'a les mêmes compréhensions, personne ne dit la même chose, et en fait, c'est parfait comme ça. Justement, c'est vraiment la perfection. Même pour toutes ces histoires d'éveil. On voit beaucoup de dualité autour de ces histoires d'éveil, justement. C'est très drôle d'ailleurs de voir autant de dualité par rapport à l'éveil. Mais c'est très personnel, c'est très impersonnel. Mais ensuite, le vécu est très personnel. Et vraiment, il n'y a pas à se dire... Ça, je crois que c'est un des pièges. Ah, mais moi, je ne le vis pas comme ça, alors c'est que ça ne doit pas être ça. Bon, déjà, c'est que là... déjà, on se pourvoit parce qu'on se compare. Voilà, tout ça, on rentre dans des identifications mentales, on rentre dans des schémas mentaux à se dire c'est que j'y suis pas, alors qu'en fait on est tous ça. En fait, on est tous ça, sans exception. Il n'y a pas d'éveillé, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pas éveillé. C'est impossible. C'est ce qui a été vu d'ailleurs dans cette expérience. Il y a une question qui a émergé d'un coup, ça a été mais pourquoi tout le monde n'est pas éveillé, et c'est tombé radicalement dans l'instant. Ah mais en fait, il n'y a que moi. Ça n'a pas de sens. De se dire il y a des éveillés, pas des éveillés, ça n'a aucun sens, c'est notre nature profonde. Donc pour moi, le mot, ça a été Dieu. Comme quoi, finalement, moi, j'étais pas attirée par Dieu, mais ça a été le mot qui a fait que, voilà, c'est Dieu partout. Toujours. Éternellement. Voilà. Merci Alison. Louane, as-tu des choses à dire? Qui es-tu, Louane? Bonjour à tous, enchantée. Alors, je m'appelle Louane, j'ai 24 ans. Pour me présenter, j'ai eu un parcours d'étudiante, j'ai fait des études de sciences politiques et de commerce. J'étais partie en double cursus, j'étais très scolaire, très appliquée dans mes études, etc. J'avais envie de bien réussir, et puis je voulais travailler dans l'écologie, etc., avoir un bon diplôme qui ouvre des portes. Et puis j'ai arrêté au bout de 4 ans d'études, donc il me restait 1 an et demi, et j'ai arrêté. Parce que tout simplement, je ne pouvais plus, même si je voulais, je ne pouvais plus, parce que je ressentais en moi très très profondément et très fortement l'appel vers autre chose, mais je ne savais pas quoi. Et cette incapacité à poursuivre mon parcours scolaire, c'est venu avec... je me suis complètement ouverte à... je me suis beaucoup intéressée à la spiritualité. J'ai beaucoup
comme Alison, j'ai écouté des satsangs beaucoup, des interviews. Je suis aussi allée plusieurs fois rencontrer une femme qui s'appelle Ginette Forget, que j'aime beaucoup, avec laquelle on goûtait simplement la présence, la simple présence, pendant des heures. On était juste tous ensemble, un groupe de 15 personnes environ, à juste goûter, ici maintenant, juste être. Et en fait aujourd'hui j'ai une vie super simple en fait. Là je travaille comme secrétaire d'un lieu en Ardèche qui s'appelle le Village du Lac, qui accueille des stages de yoga, de danse, de clown, plein de choses. Et puis en fait je vis la vie quotidienne très simplement, je fais ce que j'ai à faire, mais en même temps que tout ça se vit, je vois que je ne suis pas ce que je vis, je vois que je ne suis pas l'expérience, que je suis en fait ce qui voit l'expérience. Donc en fait, c'est comme si je me contentais de voir la vie se déployer. Et ce que j'ai envie de préciser aussi, c'est que encore aujourd'hui, il m'arrive, je ne sais pas si c'est le cas d'Alison, mais en tout cas c'est mon cas, de croire à des histoires que me raconte ma tête, d'avoir des émotions pas confortables, encore maintenant, régulièrement. C'est là, il y a des émotions, des fois pas très confort, etc. Mais simplement, ce qui est très reposant, c'est que je vois que je ne suis pas ça. Donc je me contente de le vivre comme ça vient, tout simplement. Si j'ai besoin de pleurer, ça va pleurer. S'il y a besoin de râler un coup, ça va râler un coup. Et en même temps, je vois que je suis le témoin. Je suis ce qui voit tout ça, avec un grand sourire intérieur. Il y a vraiment un grand sourire qui est là, qui observe amoureusement ce déroulement de la vie dans son humanité, avec aussi les émotions, les croyances en les histoires qui peuvent se raconter, etc. Et j'ai pas spécialement, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir vécu une expérience comme le décrit Alison, que je n'arriverai même pas à répéter parce que je pense qu'il y a que elle qui peut le décrire vraiment bien. Mais j'ai pas vécu d'expérience comme ça d'un coup, tac, il n'y a plus rien, etc. C'était quelque chose de plutôt assez progressif. Aujourd'hui, voilà, moi je suis une grande amoureuse de la simplicité, juste être avec ce qui est dans l'instant, pas se prendre la tête, accueillir vraiment la vie telle qu'elle se présente en l'instant, avec vraiment la conscience que je ne suis pas ça, je suis ce qui accueille tout ça, ce qui voit tout ça, ce qui embrasse tout ça, tout simplement. Merci pour cette présentation, Louane. Avec plaisir. Et c'est vrai que ce qui est particulier chez toi dans les échanges qu'on a eus déjà avant, c'est cette spontanéité qui te caractérise, ce désir de se laisser porter par les élans qui viennent, de se laisser porter par la vie. C'est vrai que c'est particulier chez toi, ça te caractérise. Est-ce que c'est quelque chose qui était là déjà avant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est né progressivement au fur et à mesure que ton parcours d'éveil s'est mis en place, cette spontanéité, cette envie d'écoute intérieure de ce qui se passe à l'intérieur? Je dirais que c'est revenu vraiment avec cette conscience que la vie, me porte à chaque instant. En fait, comme il y a cette conscience-là, je m'abandonne complètement. Et du coup, oui, la spontanéité, elle jaillit. C'est vrai que quand j'étais dans mon parcours d'études, je laissais beaucoup moins de place à ça parce que j'avais l'impression que je pouvais pas laisser faire la spontanéité et qu'il fallait que je contrôle les choses, que je mette un contrôle personnel sur les choses, parce que la spontanéité, je pouvais pas lui faire confiance. La spontanéité, ça allait pas. Et aujourd'hui, non, je vois que la spontanéité est très, très intelligente. Vraiment, c'est l'intelligence suprême. La spontanéité, c'est l'émergence du vivant dans l'instant. Dans son brut, son pur, et comme je vois à quel point c'est intelligent, j'ai plus qu'à m'abandonner complètement à ça. Et parce qu'en fait, je suis ça. En fait, quand je dis je m'abandonne à ça, pour au final réaliser que je ne suis que ça, finalement. C'est dur à mettre en mots, mais c'est comme ça que je le vois. Donc oui, maintenant que je suis vraiment, j'aurais du mal à ne plus être spontanée parce que quand je ne le suis pas, c'est qu'il y a peut-être certaines croyances qui font que je vais limiter cette spontanéité, en fait, tout simplement. Mais c'est tellement inconfortable, en fait, je le ressens tellement comme quelque chose d'oppressant, que j'ai besoin de revenir à ce brut de la vie, là, qui sait très bien ce qu'il a à faire dans l'instant. Sinon, c'est trop inconfortable, en fait, j'arrive même plus. C'est pas naturel. Ah ouais. Et ce que je trouve très, très reposant à voir là-dedans aussi, c'est que ce que je dis, c'est que je n'arriverai plus à être autrement. C'est-à-dire que c'est marrant, on choisit pas en fait pour moi d'être spontané ou pas,
de s'éveiller ou pas. C'est-à-dire que ça survient ou pas, et puis c'est parfait. Voilà, c'est tout. On contrôle. Il n'y a pas de contrôle personnel nulle part en fait, même sur l'éveil. Il y a aucun. Et en fait, finalement aussi, ce que j'aime bien faire, c'est différencier entre en fait une expérience d'éveil et l'éveil en soi. Parce que l'éveil, c'est ce qui voit l'expérience. C'est antérieur pour moi. Hein, c'est comme ça que je le décris en tout cas. C'est antérieur à l'expérience. C'est ce qui, c'est l'endroit duquel je peux voir toutes les expériences se déployer. Et après, oui, il y a des expériences d'éveil que je ne peux pas décrire puisque je l'ai pas vraiment vécu. Ouais. L'éveil, c'est tout le temps là, c'est tout le temps présent. On peut pas ne pas l'avoir. C'est impossible de pas l'avoir puisque c'est l'être, c'est ce qu'on est en essence. C'est à partir de là que tout se vit. Donc, on peut pas ne pas être éveillé. On peut pas, en tout cas, tu ne peux pas, mais il y a une majorité d'êtres humains, semble-t-il, sur cette terre qui n'ont soit aucune conscience de cela ou qui la cherchent. Je peux te le dire. En fait, oui, ce que je voulais dire, c'est que on est tous éveillés, mais on peut ne pas avoir conscience qu'on est éveillé. C'est ça, en fait. C'est comme ça que je le dirais, avec mes mots. Alison, qu'en penses-tu? Tu veux rebondir sur le sujet? Ouais, bien sûr, c'est intéressant. En fait, c'est qu'un jeu, ça. C'est qu'un jeu. Et on croit qu'on n'est pas éveillé. On croit. En fait, on croit. Mais c'est qu'un jeu de croyance. Et donc, en fait, on croit que nous, par exemple, on n'est pas éveillé, que l'autre en face, il est éveillé. Et c'est juste parce qu'on se positionne en tant que humain qui l'expérience humaine. Je t'interromps, excuse-moi encore Alison, mais le son est vraiment pas terrible. Est-ce qu'on peut réessayer avec le micro? On peut réessayer. Bon, il y a toujours le bourdonnement, mais bon. Alors. Je pense que au fin fond de la Dordogne, la connexion n'est peut-être pas très très bonne. C'est ça. Allons-y. Et tu m'entends mieux là ou pas? Écoute, je crois que ça fait pas beaucoup de différence. Allons-y. Je ne sais plus ce que je disais. Encore une fois, désolé de t'avoir coupé. Oui, en fait, c'est juste une croyance qu'on n'est pas éveillé, mais en fait, on est tous ça. Et ce qui est très drôle, c'est quand on cherche, c'est vraiment pas drôle par contre, hein, parce que ça peut être très souffrant, en tout cas moi ça a été très très souffrant, c'est que c'est parce qu'on part du principe qu'on l'est pas. Donc forcément déjà, on part du mauvais pied. Et en fait, il n'y a pas de... C'est la conscience a toujours conscience, en fait. Elle joue à se cacher, on va dire. Elle fait un grand jeu de cache-cache. Hein, quand on voit les enfants, qu'on met les mains devant les yeux et qu'on leur fait coucou et qu'ils rigolent comme ça, ben c'est un peu ce qu'elle fait. C'est sans intention, bien sûr, parce qu'en fait là on y met une personnalisation, alors pas du tout. C'est spontané. C'est spontané, c'est pas réfléchi, c'est pas humain. Donc c'est pas réfléchi, il n'y a pas de mental, etc. C'est totalement spontané. Donc je rebondis sur ce que disait Louane. Tout est toujours spontané en fait. Même quand on croit contrôler, c'est spontané. Le fait de croire qu'on contrôle, c'est spontané. Tout se manifeste comme ça dans l'instant. Donc en fait, il n'y a rien à chercher, mais pourtant il faut. Pour celui qui cherche, il doit chercher. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Ça fait aussi partie de la vie qui se déploie. Donc en fait, on ne peut rien contre ça. Donc dire à un chercheur ne cherche pas, par exemple, c'est contre-productif en fait, parce que le chercheur il a cherché et c'est contre son gré. Moi, je me suis mis en recherche. C'est pas moi qui l'ai décidé. Ça s'est présenté à moi et c'est ce que je disais à mon conjoint à côté. Je lui disais mais je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas. C'est plus fort que ma volonté. C'est plus fort que ma volonté. Donc en fait, tout le monde est cela. Tout le monde est cette conscience. On a qui appelle ça conscience. Voilà. Et sauf qu'on s'en rend pas compte. Mais c'est pas grave en fait. Tout simplement. C'est qu'un jeu. Je pense qu'on pourrait comparer ça au sommeil la nuit. C'est-à-dire qu'on rêve. On vit complètement notre rêve, on est dans une illusion. Et puis c'est seulement au moment du réveil qu'on a conscience qu'on était en train de rêver. Et j'imagine que c'est un peu pareil dans cette expérience d'éveil, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous éveillez, où vous avez conscience de ce qui se passait vraiment avant. Ben, c'est ça, mais en fait, quand tu
tu l'as toujours su en fait. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pour ça qu'on appelle ça une reconnaissance. Je dis rien de nouveau là-dedans, puisque tous les enseignants parlent de ça, c'est une reconnaissance. C'est qu'en fait, on a toujours su. C'est mais enfin, c'est comme si tu avais oublié ton identité, que tu étais devenu amnésique, et que d'un coup tu te rappelais ton identité. En fait, t'as pas changé d'identité, c'est que tu as toujours su qui tu étais. C'est juste que tu t'en rappelles. Et il y a un grand bonheur et un grand amour qui jaillit de ça, puisque tu t'es fourvoyé pendant tout ce temps-là, en fait, t'as cru que t'étais un humain, et t'as cru que t'étais vraiment en train de vivre une vie. Et en fait, non, tu te rends compte, oui, effectivement, que c'est un rêve, tout ça. Et généralement, enfin, après, je sais pas trop, mais les éveils spontanés, sans aucune recherche, sans appel d'éveil avant, par exemple comme moi quand j'étais petite, que j'avais des pensées qui venaient en me disant peut-être que tu es en train de rêver ta vie, c'est quand il y a eu cet éveil-là, cette reconnaissance, on sait que ça a toujours été là en fait. Même dans le rêve, il y avait déjà ça en fait. Il y avait déjà plein de signes, il y avait déjà plein d'appels. Juste on passait à côté sans se rendre compte, c'est tout. Oui, à ce sujet-là, j'aime bien citer une phrase qu'avait dit Frédéric Samnidi, que je salue au passage. Frédéric, qui est à l'origine de cette rencontre, puisqu'on se connaissait pas, mais c'est lui qui m'a mis en contact avec vous, qui vous a repéré sur les réseaux sociaux, puisque vous publiez un certain nombre de messages qui décrivent votre réalité sur Facebook. Donc Frédéric Samnidi m'a mis en contact. Donc merci à Frédéric qui était venu dans cette émission en septembre dernier. Et donc Frédéric disait cette phrase que je trouvais très interpellante. L'éveil ou la présence, c'est quelque chose d'aussi familier qu'extraordinaire. Voilà, donc d'extrêmement, c'est extrêmement familier. C'est-à-dire que même moi qui suis en quête de cet éveil, il y a quelque chose d'encore plus familier que cette sensation familière que j'ai de me connaître et que je ne vois pas. Et donc c'est encore plus familier que ça et en même temps aussi extraordinaire que cela. Grand mystère. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un peu des chanteurs et brutes, en effet. Mais c'est pas moi ça. Louane, la question aussi qui se pose, vous parlez toutes les deux de cette spontanéité et Alison tout à l'heure parlait du fait que on a l'illusion de contrôler quelque chose dans notre vie. Ça pose quand même la question du libre arbitre. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre ou quelle est la part de libre arbitre et quelle est la part d'influence par cette présence ? Alors honnêtement, le libre arbitre, je ne vois pas où il est. Ça peut peut-être déplaire à certains, mais je ne vois pas où il est. Parce que, comment dire, même si on a une capacité à un moment, par exemple, à avoir le courage de prendre une décision plutôt qu'une autre, c'est qu'en nous, il est survenu, de je ne sais où, ce courage. Mais c'est pas nous, de manière personnelle, qui avons créé le courage. Il survient en nous. C'est-à-dire que à chaque fois quand il y a une décision à prendre, ce qui va faire qu'on va prendre une décision plutôt qu'une autre, c'est qu'en nous, il y a une force qui va plus vers une option qu'une autre. Mais en fait, on est toujours porté par cette intelligence du vivant. Et j'arrive pas à voir où est le libre arbitre. Je n'arrive pas, en le cherchant, je ne vois pas où il est. Mais pourtant, tu parlais tout à l'heure de cette petite expérience que tu faisais, que tu ne fais plus, mais qui consistait à ne pas être dans cette présence naturelle qui est là. Et donc, apparemment, c'est une expression de ton libre arbitre. Et là encore, j'imagine que si tu choisis de suivre l'élan intérieur, c'est un choix que tu fais qui émane de ton libre arbitre. Mais tu pourrais aussi faire le choix de ne pas l'écouter, bien sûr, avec les conséquences que ça aurait, à savoir un sentiment d'inconfort profond, etc. Je pense est-ce que c'est ça, ce libre arbitre? Oui, mais du coup, aujourd'hui, par exemple, je n'ai plus le choix que d'être spontanée, de laisser faire. Comme je disais, en fait, j'arriverais pas vraiment à faire autrement, en fait, même en essayant. D'ailleurs, j'ai essayé, par exemple, pour les études, j'ai essayé jusqu'au bout, de forcer jusqu'au bout, et vraiment, je ne pouvais plus, même en essayant. Alors qu'avant, en essayant, ça marchait, ça va. À un moment, ça veut plus. Et là, si j'essaie de me contenir dans ma spontanéité, dans ce que je ressens qui est juste, etc., à chaque instant, je ne peux pas le contenir parce que c'est trop inconfortable, je ne peux pas, en fait. Tu vois, c'est comme si j'ai pas le choix non plus de ça. C'est comme si avant, quand j'étais dans les études et dans un certain
dans beaucoup de croyances, j'avais pas le choix non plus. J'étais dans des croyances et je voyais pas que j'étais dans des croyances et c'est parfait. Puis une fois que c'est vu, je peux plus faire comme si j'avais pas compris et je suis obligée de laisser faire. Tu vois. Donc je vois pas depuis le début depuis ma naissance, je vois pas le moment où j'ai vu libre arbitre. Je n'arrive pas à le retrouver. Alison, tu en penses quoi? J'en pense complètement comme Louane. On a vraiment l'impression, hein. C'est comme dans un rêve quand tu as l'impression de faire une action, tu as vraiment l'impression de la faire. Là c'est pareil, on a vraiment l'impression d'avoir le choix, on a vraiment l'impression d'avoir un libre arbitre, mais c'est vraiment qu'une impression en fait. Et pour rebondir sur ce que Louane, elle parle de spontanéité, moi on me disait, quand je prenais des décisions, on me disait tu prends tout sur un coup de tête. En fait, moi j'appelle pas ça un coup de tête, j'appelle ça un coup de cœur. C'est le cœur, c'est l'élan de la vie qui se manifeste dans l'instant et qui fait que là j'ai un choix qui est dirigé en fait, hein, il est toujours dirigé ce choix. J'ai un choix à faire et c'est ça qui crée l'inconfort, c'est quand dans le mental on essaie de trouver des excuses pour pas faire ce choix en fait. Donc on va aller jusqu'à l'inconfort, c'est ça, c'est vraiment l'inconfort, jusqu'à la dépression. On peut se mettre dans des situations incroyables juste parce qu'on ne veut pas écouter le cœur. En tout cas, moi, mon expérience, c'est ça, c'est dans le cœur que ça se passe. Et ça a toujours été comme ça, en fait. Sauf que je n'avais pas conscience que ça partait de là. Je le sentais. Mais tout le monde me disait, mais il faut réfléchir, il faut peser le pour et le contre. Et en fait, mais moi, ça m'angoissait terriblement. Du coup, j'étais quelqu'un de très angoissé parce qu'à chaque fois, je devais faire un choix, entre guillemets. C'était très compliqué. Et finalement, depuis cet éveil-là, en fait, le choix, il n'y a plus... Les choix ils se font paradoxalement, mais il n'y a plus de lutte contre les choix qui se manifestent d'eux-mêmes, en fait. Et c'est quand on lutte justement, quand on croit qu'on a le libre arbitre et qu'on va lutter contre, qu'en fait ça coince. Et la vie, elle loupe personne. Elle ne loupe personne et personne n'y échappe. Quand c'est pas juste avec soi-même, hein. Je parle pas de juste bien ou de mal de concept. Je parle vraiment d'alignement avec soi-même. Quand c'est juste, on le sent tout de suite. Et ça, tout le monde peut être vraiment sensible à ça. C'est juste une question de redescendre dans le cœur et redescendre vraiment toute l'attention dans le cœur. Et en plus, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de présence. Je ne sais pas si c'est ça, mais moi, je sens quelque chose qui émane du cœur. Peut-être que c'est cette présence dont tout le monde parle, mais je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui jaillit, la vie qui jaillit de là, de cet endroit-là. C'est comme une guidance, toujours. Et le corps, il est vraiment bien fait pour ça. C'est qu'on peut vraiment le sentir. C'est très concret dans le corps. On peut vraiment sentir ce qui peut être juste pour nous ou pas. On ne peut pas se tromper avec ça. Avec la tête, par contre, on peut faire des choix. Voilà. Mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de la vie. C'est aussi ça, c'est aussi spontané. Même le mental qui travaille, c'est spontané. On n'y peut rien, en fait, finalement. On n'y peut rien. Est-ce que tu n'as pas des moments d'indécision, c'est-à-dire des moments où des choix sont difficiles à faire et où il n'y a pas vraiment de réponse claire qui émane du cœur et où là tu te sens un peu livré à toi-même et comme n'importe qui à devoir faire ton choix par toi-même? En fait, oui, ça m'arrive. Ce qui m'arrive, c'est pas tant... Avant, je me serais en fait... franchement, je me serais tué les neurones pour essayer de trouver une solution à mon problème, trouver un choix à faire. Et maintenant, en fait, je lâche complètement. Ça veut dire qu'à un moment donné, je me dis, la tête, elle ne trouvera pas. Donc, laisse tomber, lâche-toi, laisse tranquille, parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas comme ça. Et je laisse faire dans le sens que il y a une évidence à un moment donné. De toute façon, il y a toujours une évidence qui se lève à un moment donné. Et ça vient beaucoup plus rapidement quand on lâche le cerveau. C'est quand on lâche le mental, les pensées, les conditionnements. Ça, il faudrait que je fasse ça comme ça. La société me dit qu'il faut que je fasse comme ça. Et en fait, quand on lâche complètement ça, ça se décide tout seul. Si bien sûr on fait intervenir le mental, c'est torturant en fait.
C'est là où on se rend compte que c'est torturant. Mais oui, il y a des hésitations, évidemment. Enfin, je veux dire, je me sens pas je me sens juste plus alignée avec la vie. Mais la vie est toujours la même, en fait. Mais c'est plus cool. Alison, Louane, je voudrais qu'on fasse un premier exercice, une première méditation, une première pratique, quelque chose d'interactif que vous pourriez guider. Est-ce que l'une de vous deux sent justement cet élan de nous guider quelque chose pendant quelques instants, et derrière on enchaînera sur une petite musique et puis on vous reprendra derrière. Écoute, moi franchement j'ai pas l'élan. Et je crois que Louane non plus. Alors on va passer directement à la musique, sauf si vous avez quelque chose à dire, Louane, si vous voulez dire. Ouais, j'ai juste envie de dire quelque chose. En fait, moi ma pratique préférée c'est le silence, mais du coup en radio, bon, c'est peut-être pas l'idéal. Mais moi je trouve ça magique, juste se poser dans le silence avec ce qui est. Du coup c'est peut-être pas l'idéal en radio de proposer ça, et c'est pas grave. Bah moi j'aime beaucoup le silence aussi, mais comme on le disait hors antenne, effectivement, moi j'aimerais bien laisser des grandes plages de silence. Je trouve ça formidable aussi. Sauf qu'on a des petites contraintes techniques qui nous amènent à pas pouvoir tout à fait le faire. Donc on peut faire un petit temps de silence, mais néanmoins il faudra quand même que je mette un petit peu de musique. Est-ce que tu veux, avant peut-être qu'on passe à un petit temps de pause, néanmoins parler de cela, parce que ça fait plusieurs fois que tu le décris dans ton témoignage. Tu disais tout à l'heure que tu aimais bien te mettre avec cette dame, je crois Ginette Forget, me disais-tu, où tu aimais bien te plonger dans cette présence, dans ce silence. Est-ce que tu peux décrire, évidemment on ne décrit pas le silence, enfin on peut essayer quand même, mais c'est important pour toi en tout cas ce silence. Ah, c'est une nourriture en fait extraordinaire. Tous les jours, je prends beaucoup de temps juste en silence. Comment décrire ce silence? Je vais laisser venir les mots qui me viennent. Le silence, c'est comme si c'était en fait ma nature première, ma nature véritable. Je suis ce silence et dans ce silence se joue la vie. Et donc, pour moi, être en silence, c'est juste vraiment reprendre contact avec... Vraiment, en fait, pour un moment d'intimité avec la source que je suis. La source tranquille, infiniment silencieuse, qui accueille tout, qui embrasse tout. Le silence, ça peut rien rejeter. C'est pas possible. Tout se fond dans le silence. Et quand par exemple je me sens un peu embrouillée, un peu perdue dans ma tête, dans mes histoires de mental, et bien si je me pose un petit peu dans le silence et que je laisse tout ça se déposer dans le silence, et ben c'est magique. Tout se clarifie de soi-même. Et les émotions, c'est pareil. S'il y a des choses un peu contenues dans mon corps, des émotions un peu cristallisées, le silence, waouh, ça me permet à tout ça de, je sais pas comment le dire, se fondre dedans. Et c'est magique. Moi, j'adore ça. J'adore. Et je trouve que le mot silence, c'est assez parlant pour parler pour parler de cette texture, en fait. Cette texture de paix, en fait. Vraiment une paix, quoi. Une paix infinie. Un petit clin d'œil au passage à Colline Serrault, La Belle Verte, si vous connaissez ce film. Il y a des moments où ce peuple extraordinaire dans cette planète, dans les étoiles, fait un concert de silence. Donc tout le monde se réunit sur une colline, dans la nature, dans un très beau lieu, et plus un bruit, et tout le monde écoute ce concert, ce silence, pour ce concert de silence. Donc le silence a beaucoup de choses à dire, et le silence est porteur. Merci beaucoup pour ce commentaire inspirant. On va passer à un petit temps de pause. Un petit peu de musique que nous a choisi Alison, et donc on va mettre un petit peu de Hang et on va aller explorer The Secret Kissing of the Sun and Moon, le baiser secret de la lune et du soleil. On se retrouve juste après. Vous êtes sur Radio Ici Maintenant 95.2 dans Nouvelle Conscience avec Louane Ugenel et Alison Bappel, et puis moi-même Olivier pour la présentation.
Voilà, c'était cette très belle musique de Hang Massive, The Secret Kissing of the Sun and Moon, le baiser secret du soleil et de la lune. Alors moi j'ai pas le soleil et la lune mais pas loin, j'ai Louane et Alison qui sont avec moi. Alors, on va peut-être reprendre sur la notion de silence qui était vraiment très belle et très touchante. Peut-être, Alison, tu voudrais essayer d'intervenir sur le sujet ? Ça va résumer avec le soleil. Tu m'entends bien ? Non, Alison, ça va pas là. Non. Écoute, on va reprendre par Skype. Hein. Ouais. Voilà, on a des petites difficultés de son. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous, auditrices, auditeurs qui êtes chez vous. Mais c'est comme ça, effectivement, quand on est loin et qu'on n'a pas d'autre choix, on fait ce qu'on peut. Alors, Alison, donc ton ressenti sur le silence, est-ce que toi aussi tu as des moments où tu te laisses imprégner par ce silence, où tu contemples ce silence? Et d'ailleurs, j'en profite pour citer Frédéric Samnidi, qui m'a laissé un petit message en attendant. Le silence est écoute, le silence est présence. Alison. Ben écoute, le silence il est toujours là en fait. C'est toujours là, oui je prends du temps, bien sûr. Mais j'aime goûter le silence dans le mouvement, surtout. Moi, je suis danseuse à Vichy. Et donc, je pratique le pilates et le yoga aussi en amateur, pour me faire plaisir, en danser. Et c'est vrai que le silence, je le goûte beaucoup plus facilement dans le mouvement. Je suis quelqu'un qui a plutôt du mal à m'asseoir et méditer. Est-ce que tu peux, excuse-moi de t'interrompre une énième fois, est-ce que tu peux peut-être te rapprocher de l'ordinateur, parce que je crois que le son est encore pire que tout à l'heure. Peut-être que ça améliorera les choses. D'accord. Donc oui. Le silence dans le mouvement. Le silence dans le mouvement, c'est quelque chose qui me parle plus. Même si bien sûr j'aime être dans le silence court, sans mouvement. Mais il me semble que j'arrive à mieux goûter ce silence quand le corps est en mouvement. Puisque quand le corps est en mouvement, l'esprit lâche. Complètement. C'est là où le mental lâche complètement. Quand le corps est en mouvement et qu'on se laisse vraiment guider et emporter en fait par cette énergie de vie. Et aussi peut-être une référence à Yolande Durand, Durand, qui a écrit des ouvrages sur le silence guéri, et puis un autre ouvrage, Amoureuse du silence, je crois. Et je trouve que c'est très très beau cette relation avec le silence. D'ailleurs, Louane, j'ai été fouiller un petit peu sur vos messages Facebook. J'ai imprimé quelques-uns de vos messages et tu avais cité une petite citation de Yolande. Tu n'es pas la personne. Tu es l'espace inaltérable où tout se manifeste et s'efface. Les difficultés financières, les relations pénibles avec tel ou tel, et ces moments de tension en toi, ces moments où tu te sens coupé du silence, de l'amour, de la vie même, tout ça apparaît en toi. Ce n'est pas toi, ça apparaît, ça disparaît en toi. De même, tout ce que tu crois faire, cela se fait. C'est tout. C'est ce silence qui agit. Tu n'as pas à porter la vie. Ta vie. Louane, tu veux réagir ? Déjà, ça me touche beaucoup de te l'entendre le lire. Là, dans l'instant, je suis très touchée. Ça prend encore une autre résonance de t'entendre le dire là. Et ouais, écoute, je crois que je n'ai rien à rajouter. Hein. Là, c'est ça le cœur pour moi, c'est qu'on est ce qui contient, ce qui voit tout. Et on est déjà ce qui porte tout. Il n'y a pas besoin d'un personnage pour contrôler. On est déjà l'intelligence même, l'intelligence du silence. Le silence, c'est, comme disait Alison, c'est ce qu'on est, en fait. C'est ce qu'on est, donc c'est tout le temps là, forcément, puisque c'est ce qu'on est. Et à partir de là se jouent toutes ces expériences. Mais du coup,
quand on vit avec cette conscience que nous sommes, ce silence, il n'y a plus grand-chose qui est grave. Non, mais il n'y a plus vraiment quelque chose qui est grave. Après, bien sûr, s'il y a des... Par exemple, si je vois des images de personnes, des images difficiles, de guerre ou quoi, évidemment que ça va quand même me faire quelque chose et que j'ai pas envie de voir de la souffrance, etc. Mais au fond, il y a quelque chose en moi qui sait que tout passe et que dans une certaine perspective, ce n'est pas si grave. Parce que tout passe et la seule chose qui reste, c'est ce silence. Le silence, toujours là, immanquablement. Et ce silence est toujours décrit d'une manière très riche, c'est-à-dire que normalement, dans la vie de tous les jours, le silence, on l'associe plutôt à une absence, notamment une absence de bruit. Mais là, c'est quand même frappant de voir qu'il y a tous ces termes extrêmement riches qui décrivent un aperçu de ce que c'est que ce silence, hein. Amoureuse du silence, le silence agit, par exemple, comme le disait Yolande aussi. Le silence est vraiment empreint d'une présence de quelque chose de très fort. Ce n'est pas cette absence de bruit dont on parle dans le quotidien. C'est pas un vide, quoi, une vacuité. Enfin, quoique, ça pourrait être aussi un terme pour le décrire, hein, diraient certains. Alors, Louane et Alison, on va peut-être passer à une partie un petit peu plus pragmatique sur le déroulement au quotidien dans votre vie. Vous avez déjà commencé à l'aborder. En quoi est-ce que cette présence, ce silence, cet amour, cet élan du cœur transforme votre quotidien? En quoi est-ce que ça le modifie, ça l'impacte? Et comment est-ce que ça s'intègre dans votre vie? Comment est-ce que, par exemple, Louane, avec ton compagnon, ça se déroule? Comment est-ce que ça peut se dérouler avec tes enfants? Ou Louane, dans ton travail, dans ta relation aux autres? Comment est-ce que les autres réagissent à cela? Est-ce que ça les confronte à quelque chose? Est-ce que ils sont inspirés? Est-ce qu'ils sentent parfois des choses en votre présence? Voilà, je vous écoute. Qui veut commencer? Bon, je désigne. Ah, vas-y, oui, vas-y, commence. Ok. Je sais pas si l'entourage se rend compte. L'entourage très très proche. Mon conjoint, bien sûr, évidemment, c'est le première loge. Puis je l'ai tellement bassiné avec l'éveil que je crois qu'il ne peut pas faire autrement. Mais après, c'est pas les conditions extérieures en fait ne changent pas. C'est vraiment un geste intérieur où c'est difficile à décrire. C'est juste que tout est vu. Tout est vu, les identifications, etc. Et donc, il y a une intelligence qui se met en place et qui fait que quand on s'identifie très fort, par exemple, à une histoire, on y croit et que ça nous fait du mal, par exemple, que ça nous bouge dans nos émotions, et il y a un moment donné où ça va faire tilt. Par exemple, avant cette expérience d'éveil, on va dire, quand j'avais des moments de déprime, ça pouvait me tenir des semaines durant. Maintenant, ça va me tenir une demi-heure, une heure. Parce que ça passe, je sais déjà que ça passe et je sais maintenant, j'ai conscience que c'est qu'un mouvement de vie et que je ne suis pas mon émotion, je ne suis pas l'histoire, je suis en même temps je suis complètement dedans et en même temps je suis complètement pas dedans. J'associe ça à une partition de musique vierge et avec des notes de musique qui se jouent dessus. Donc en fait, l'entourage, il va pas vraiment se rendre compte de quelque chose, peut-être d'un détachement à certains comportements qu'on peut avoir, avec des tendances qu'on a, qui peuvent rejaillir d'ailleurs parfois. Par contre, là où je pense qu'il y a une libération, et l'entourage est obligé de le voir, c'est par exemple sur les réseaux sociaux où maintenant je n'ai plus peur de parler, de tout ça, alors qu'avant j'aurais eu la trouille de me dire mais qui va penser, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que ma mère va penser de moi quand elle va voir ça, alors que maintenant vraiment j'en ai plus rien à faire, même si parfois il y a encore des oh là là, quelle image je peux donner, ça peut venir encore, ça c'est encore des restes, mais en fait il y a une libération du regard de l'autre
qui se fait, et en fait on s'autorise, en tout cas pour ma part, je m'autorise de plus en plus à être ce que je suis. Donc ce que je suis fondamentalement, il n'a pas d'identité, mais du coup je laisse Alison être ce qu'elle est, avec ses imperfections et ses qualités. Et en fait, oui, il y a une répercussion à l'extérieur, parce qu'en fait, comment dire, il y a une répercussion qui peut se faire où, quand on se libère de son image, ça libère aussi l'autre en face. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais les gens se sentent plus à l'aise finalement quand ils voient qu'on s'autorise à être complètement ce qu'on est. On sent que les personnes sont plus à l'aise, ou d'autres pas du tout. Il y en a d'autres que ça va offenser complètement, et c'est pas grave, c'est parfait comme ça. Mais il y en a d'autres pour qui c'est un soulagement de pouvoir voir une personne en face qui est libérée de ses imperfections, parce que c'est vraiment ça qui, pour moi en tout cas, je voulais effacer mes imperfections, devenir plus sage, devenir plus saine, plus sainte, toutes ces images qu'on a, de l'éveiller. Et en fait, pour moi, c'est là où ça change radicalement. C'est, voilà, moi je suis comme ça, Alison elle se présente comme ça. Et c'est comme ça. Et tant pis pour les autres. C'est un peu ça qui se passe, pour ma part. Est-ce que tu as quand même constaté, à partir du moment fin 2018 où il y a eu cet éveil, est-ce que tu as constaté autour de toi des réactions, peut-être notamment ton conjoint ou tes enfants, des réactions, soit en bien, soit en mal? Est-ce que ça a créé quelque chose autour de toi? Oui, puisqu'en fait, comme on est tous là, qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'autre, tout ce qui se... Comme je disais tout à l'heure, en fait, tout ce qui émane de ce que je suis, forcément va se jouer à l'extérieur. Donc, il peut y avoir des conflits très forts qui peuvent d'un coup venir pour nous montrer justement, comme je disais tout à l'heure, pour nous montrer des conditionnements, des croyances qu'on a, des limitations. Et aussi, par exemple, pour mon conjoint, c'est un travail personnel qui s'enclenche chez lui, puisque je parle ouvertement de tout ça avec lui, et que forcément il est imprégné. Et oui, il y a un travail personnel qui s'amorce finalement sur le passé, sur les blessures ou que sais-je encore. Et voilà. Après, oui, ça bouge tout le temps en fait. Et ça bouge avec nous en fait. C'est pas l'autre, il n'est pas à l'extérieur en fait. Quand je bouge, ça bouge. C'est toujours en miroir et en répercussion avec moi. Donc c'est pas séparé. Et ça c'est vu. C'est même tellement gros qu'on peut pas le louper en fait. Louane, comment ça se passe autour de toi? Comment ça se passe avec les gens que tu côtoies, ta famille, avec tes amis? Est-ce que cette arrivée progressive dans une plus grande spontanéité, dans une plus grande franchise envers ce que tu étais vraiment, a déstabilisé ou au contraire inspiré? Alors déjà naturellement, il y a beaucoup d'amitiés qui ont en quelque sorte pris fin, parce que tout simplement j'avais plus l'élan d'aller les entretenir, ça s'est fait en fait vraiment en douceur, parce que j'étais pas en mode je veux plus vous parler, c'était pas ça, c'était naturellement je vais plus vers certaines personnes, et on va dire ça en attire d'autres qui sont plus du coup entre guillemets sur cette longueur d'onde, etc., ou ouvertes à ça. Au niveau de la famille, il y a beaucoup de respect. Je pense que c'est parce que tout simplement je me sens en paix avec ma façon d'être aujourd'hui. Je veux dire, j'assume complètement, j'explique que je vis vraiment selon la spontanéité de l'instant, que je fais selon ce que je sens qui est juste. Je suis juste très transparente en fait avec les membres de ma famille par exemple. Et puis du coup je pense que le fait qu'ils sentent cette paix sous-jacente, le fait que je ne revendique pas quelque chose mais juste j'exprime en fait une vérité que je ressens, il y a un respect naturel qui est là. Et par exemple quand j'ai arrêté les études au bout de 3-4 ans,
sur le coup, évidemment, pour mes parents, il y a eu des émotions pas évidentes, mais c'était rapide en fait dans leur adaptation. Parce qu'à ce moment-là, j'étais très très sûre, je me sentais vraiment en accord avec mon choix, quoi. Vraiment, c'était évident pour moi. Et puis après, au niveau du travail, en fait, une fois que j'avais arrêté les études, j'ai été amenée pendant un certain temps à ne pas faire grand-chose, dans le sens pas d'études et pas de job. Je suis restée un certain temps chez mes parents, par exemple, juste pendant des jours, je faisais pas grand-chose, je goûtais juste le fait d'être, c'était juste ça, et où je regardais des Satsang aussi, voilà. Vraiment, il n'y avait pas grand-chose, mais c'était tellement nourrissant. Et puis naturellement, après, je suis les éléments qui viennent. Donc là, par exemple, on m'a proposé, ça s'est fait tout seul, à la fin du confinement, on m'a proposé ce poste de secrétaire. En moi, ça a dit oui, voilà. C'est comme ça. Et puis après, au niveau des horaires, oui, les horaires. En fait, j'ai des horaires qui sont fixés, mais je vais toujours laisser la vie faire. Donc si la vie, elle a pas envie d'être là à l'horaire indiqué, elle y sera pas. C'est-à-dire que je m'abandonne vraiment à ce que la vie, dans son intelligence, soit déployée au-delà de ce qui m'a été fixé. Et puis la vie, comme elle est intelligente, elle va expliquer, par exemple à mon gérant, tiens, je suis pas venue à telle heure ce matin parce que je le sentais pas, j'avais besoin d'être un peu avec moi-même, seule. Ça va communiquer d'une façon adaptée avec les autres êtres humains. Voilà, j'essaie vraiment, c'est même pas que j'essaie, c'est comme ça en fait. Je laisse la vie se déployer comme elle a envie, même dans le travail, c'est-à-dire qu'au-delà des règles, des précisions qu'on a pu me donner, j'essaie vraiment de laisser faire ce qui veut vraiment se faire. Au-delà des indications préétablies, je peux les respecter si ça sent que c'est juste, ou pas si ça sent que c'est finalement pas juste dans l'instant. Et là, par exemple, ça m'amène à être dans un lieu où je travaille avec des gens qui sont capables d'avoir cette ouverture, cette écoute de « Ah, t'as pas vu travailler là, ok, tu le sentais pas, t'avais envie d'être un peu avec toi-même, d'accord. » Il y a cette ouverture-là aussi qui est possible. Et puis après, voilà, je reste moi-même dans toutes mes interactions, transparente au maximum, et les gens, la plupart du temps, sont vraiment respectueux. Et je crois que c'est juste parce que je revendique rien, en fait. Je suis pas en train de dire faites comme moi, vivez comme moi, faut que vous compreniez. Pas du tout. J'explique juste comment je vis. C'est tout en fait. Et ça, je pense, ça apaise beaucoup la relation quand on revendique rien en fait, rien de particulier. Et je me sens pas aussi important, je me sens pas entre guillemets supériorité par rapport aux gens avec lesquels j'interagis. J'ai envie vraiment d'être juste hyper ouverte à eux, à ce qu'ils sont dans l'instant, avec leurs croyances, leurs émotions, leur cheminement. Juste ne pas chercher à vouloir leur dire quelque chose, leur transmettre un message, mais juste ok, toi t'es comme ça, toi tu vis comme ça, ok, c'est parfait, c'est tout. Tu me parlais lors de une conversation préparatoire de l'importance pour toi de l'écoute. L'écoute, tu veux dire par rapport aux autres personnes ou l'écoute intérieure? Tu m'avais dit que tu sentais cette écoute qui était très présente en toi par moment, j'imagine par rapport aux autres personnes. Ah oui, d'accord. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand je me retrouve à interagir avec un autre être humain, même si dans le fond il n'y a pas d'autre, mais bon, parce que tout se passe en soi. Mais si dans le relatif je suis amenée à interagir, je ne saurais pas, j'ai vraiment du mal, c'est-à-dire que ça m'est pas naturel de porter un jugement ou naturellement il n'y a pas de jugement, il y a juste un ok t'es comme ça toi, ok je t'écoute et je cherche pas à te changer. Mais ça par contre ça c'est depuis très très longtemps, c'est-à-dire que oui c'est ça, on me renvoie assez régulièrement. En fait, on apprécie simplement ma présence parce que je suis pas prise de tête, simplement. C'est que, ok, t'es comme ça, t'es comme ça. Et aussi, je suis assez transparente, c'est-à-dire que si jamais il y a quelque chose qui peut susciter en moi une émotion d'irritation, de machin, je le dis assez vite. Je dis, oh, quand tu me dis ça, moi, ça me fait de l'inconfort, là, je sens que pour moi, c'est pas confort ce que tu me dis. Je suis très, très transparente aussi, donc ça, c'est chouette pour désamorcer vite fait
les tensions pour pas qu'elles se cristallisent pendant longtemps. Par exemple, avec mon compagnon, il y a énormément de communication. Dès qu'il y a une petite tension micro, moi j'ai besoin que ce soit mis en lumière, vraiment que ce soit embrassé, mis à la lumière de quoi finalement, de ce silence que je suis. Donc il y a beaucoup de communication, beaucoup de transparence. Par exemple, c'est voilà, tu m'as dit ça, quand tu m'as dit ça, moi vraiment, j'ai pas aimé, ça m'a fait ça et tout, puis voilà. Puis en fait, cette transparence-là, elle permet que les histoires qui se racontent, elles prennent beaucoup moins d'ampleur, en fait. Et je trouve ça très très beau de s'accompagner, que ce soit dans la relation de couple ou autre d'ailleurs, à vraiment mettre en lumière, mettre la lumière de la conscience sur tout ce qui peut se vivre en fait, toutes les émotions, les histoires, s'accompagner à vraiment retrouver le silence qu'on est au-delà de tout ça. Merci Louane. Alison, as-tu déjà quelque chose à dire? Sinon je te proposerai quelque chose. Je t'écoute. Je voudrais te proposer un petit texte que tu as laissé sur Facebook. Et puis tu pourras le commenter librement. La paix est là. Ralentis. Reviens à la sensation du corps. Lâche la tête et redescends dans le centre du cœur. Sens la vie émerger. Sens cette présence stable. Cette énergie puissante et douce, t'imprégner dans chaque partie du corps. Laisse-la infuser jusqu'au bout de tes doigts et déploie-la vers l'extérieur. Il n'y a personne ici, juste une dimension neutre, mais pleine, rayonnante, sereine, fluide. La vie pure, sans artifice. Quand on se connecte à cela, l'harmonie se révèle et l'état de grâce découle naturellement. Eh bien, que dire? La vie, c'est la vie part de nous, toujours. L'élan de vie vient de l'intérieur de nous-mêmes. Je me suis rendu compte que quand j'étais dans l'action, j'étais toujours en périphérie. En tout cas, c'est l'impression que j'en avais. D'être toujours en périphérie, puisque en même temps, il y avait les pensées. Et je suivais les pensées. Et il y a un moment donné où il y a eu un tilt, où il y a un retour, c'est même pas un retour. C'est qu'en fait, on prend conscience que la vie jaillit de nous. Et donc, elle jaillit de l'intérieur et elle se déploie vraiment. Il n'y a pas d'intérieur-extérieur en fait, mais je vais utiliser ces mots-là pour qu'on essaie de se comprendre, mais elle se déploie de l'intérieur et c'est même avant toute chose en fait. Avant toute chose, c'est là, ça émerge, ça se déploie et ça se diffuse partout. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive à trouver ce centre, cette énergie, eh bien, ça se calme, ça se pose, ça se goûte, c'est bon, c'est doux, et en même temps c'est hyper puissant, c'est une force incroyable. Et tout de suite en fait, le cœur est connecté là et les pensées elles se mettent en sourdine. Je veux dire, elles sont toujours là, mais elles n'ont plus toute cette importance, elles sont derrière, en fond, et on est vraiment au cœur de l'action. Et c'est là, dans le cœur de l'action, qu'on arrive à goûter la plénitude. Puisqu'en fait, on est toujours en train d'essayer, beaucoup d'entre nous, on est toujours en train d'essayer de trouver la complaisance dans un ailleurs, dans un plus tard. Quand j'aurai fini de plier mon linge, ça ira mieux parce que j'ai pas envie de le faire. Quand je vais coucher mon enfant, vite que ça se termine parce que j'en ai marre.
Et en fait, on est toujours dans ces fonctionnements-là. Et du moment où on se dit, de toute façon, c'est l'instant que j'ai à vivre, là, maintenant, c'est ça que j'ai à vivre. Eh bien, je vais le vivre dans sa complétude, dans la plénitude totale, puisque la plénitude, elle est ici. Peu importe finalement l'activité qu'on fait, si on arrive à goûter que peu importe ce qu'on est en train de faire, cette plénitude, elle est toujours là, en fait, tout passe, mais c'est fluide. La vie, elle devient hyper fluide. Est-ce que tu goûtes aussi à la plénitude lorsque tu es dans des moments difficiles ? Non, et en fait, je ne cherche pas à goûter la plénitude à ce moment-là. Je laisse vivre ce qui doit se vivre. Parce que j'ai cherché à goûter cette plénitude-là dans ces moments-là, mais ça ne marche pas. En tout cas, chez moi, ça ne marche pas. Et je trouve ma plénitude dans le fait que là, je ne suis pas en paix, c'est ok. Je vais jouer au fait que je ne suis pas du tout en paix, que je suis très en colère ou très triste, que je me sens très mal, et je vais aller goûter profondément cette sensation. Non, alors c'est une plénitude de fond dans ce cas-là, mais moi je le perçois pas comme ça. Je me laisse libre d'aller très mal à ce moment-là, et c'est super ok, et c'est libérateur de se dire, ben là je suis mal, eh ben, je vais être mal jusqu'au bout, et ça passe tellement vite comme ça. Avant, je me retenais tellement, dès que je me sentais pas bien, je me disais, oh non, encore cette sensation, je veux pas qu'elle soit là, je veux me sentir bien, je vais essayer de méditer, de fermer les yeux, de respirer. Et en fait, ça marchait pas du tout, parce que l'émotion ressurgissait encore plus fort derrière. Alors que maintenant, j'y arrive peut-être pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est plutôt, ok, vas-y à fond, lâche la tête, ressens ce qu'il y a à ressentir, et je me reconnecte au corps. En fait, à ce moment-là, je me reconnecte complètement à la sensation du corps, et j'essaie de pas écouter les voix du mental qui en fait nous disent toujours des choses incroyables. Notre mental nous dit ces choses, on est toujours en train de se crucifier, quoi. C'est permanent, se crucifie. Et quand on a compris qu'en fait c'était du blabla, voilà, maintenant quand j'entends une petite voix qui me dit ah là t'aurais pas dû faire ça, oh là t'es pas gentil, bon, je dis stop tout de suite, je lâche et je viens goûter ce qu'il y a dans le corps. Et c'est plus juste comme ça, en tout cas c'est comme ça chez moi. Et je lis un petit texte que tu as publié également. Lorsque je me positionne dans les pensées, c'est la guerre et la souffrance. Lorsque je réalise que je suis ce qui permet aux pensées d'apparaître, je ne suis plus victime. J'honore alors la paix et la grandeur que je suis. Eh bien oui, puisqu'en fait on se positionne souvent en victime de notre vie, victime de nos émotions, et puis en fait c'est juste une question de positionnement. C'est vrai, lorsqu'on reconnaît sa nature, on sait qu'en fait tout émerge de nous, et même l'émotion c'est nous, rien n'est séparé. Il n'y a pas une nature et puis le monde et les objets, les émotions, non, tout est cela. Rien n'est en dehors de cela. Donc, il n'y a rien à rejeter puisque tout est moi. C'est profondément su que tout est moi, même cette émotion, même ce comportement. Donc, il n'y a pas à transformer ça. Et quand on se positionne dans le mental, c'est là où il y a ces pensées souvent de ça ne devrait pas se passer comme ça, je ne devrais pas être comme ci, je devrais être plutôt comme ça. Et là, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est les petites voix dans la tête qui n'arrêtent pas de batailler. Alors que la vie, elle ne se passe pas dans la tête. On croit qu'elle se passe dans la tête, mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Et donc, quand on se positionne dans le « je suis ce qui contient tout » et « je suis tout », je suis aussi cette émotion et ce qui me traverse, eh bien, on se sent plus victime de nous-mêmes. On est ce qui crée ça. Donc c'est parfait. Comment je pourrais renier une partie de moi? C'est ça qui nous fait souffrir, c'est qu'on est toujours en train de se renier, de renier son corps, de renier ses pensées, de renier sa personne, de renier le voisin d'à côté qui m'embête. On est toujours en train de renier quelque chose qu'on pense extérieur à nous, alors qu'en fait c'est nous-mêmes, toujours.
c'est toujours mieux. Louane, ton commentaire sur le sujet? C'était quoi le sujet? Parce que j'ai écouté ce qu'a dit Alison, mais le sujet central, c'était quoi déjà? La différence entre être dans ses pensées, écouter les pensées, et dans ce cas-là, oui. comme le disait Louane, Alison, pardon, c'est la guerre, c'est la souffrance, et puis revenir dans le cœur, dans la présence, et puis là, simplement honorer ce qui est. Et puis, comme le disait Alison tout à l'heure, renier ce que l'on est constamment. Ok, ouais. Pour le dire avec mes mots, moi, ce qui me repose le plus, c'est de me lâcher complètement et intégralement la grappe sur toutes les prises de tête, toutes les émotions qui vont être ressenties. C'est-à-dire que s'il y a un inconfort, il y a un inconfort, point barre. C'est-à-dire, je cherche pas à ce que ce soit autrement, je cherche pas à me sentir plus en paix, parce que, en fait, je vois que l'inconfort, je le vis à partir du confort le plus absolu, même si je le sens pas, parce que je vois que il est vécu à partir de ce qui ne bouge pas. Il est vécu à partir de cette présence silencieuse, cet être. Donc, où est le problème, en fait, finalement? Parce que cet inconfort, c'est juste un visiteur, en fait. Et puis, c'est comme si il y a quelque chose en moi, un espace qui s'en fiche complètement, en fait. Qu'il y ait un inconfort ou pas, qu'il y ait une prise de tête ou pas. C'est un accueil inconditionnel de tout ça, c'est un grand sourire infini. C'est un lieu où il n'y a plus de problème avec rien. Donc un inconfort, une émotion lourde, une prise de tête n'est absolument pas un problème, c'est juste ce qui survient dans l'instant. Donc quand j'ai une émotion un peu difficile ou quoi, c'est tout. Enfin, je sais pas comment dire, il n'y a pas vraiment je rajoute rien là-dessus, c'est juste, ok, c'est là. C'est là. J'ai pas forcément ce réflexe d'aller le ressentir, mais en fait ça se fait un peu tout seul. Vu que je lâche la grappe avec ça, je dis ok, c'est là, naturellement l'émotion elle va faire ce qu'elle a à faire, elle va circuler, il va y avoir des pleurs ou je vais râler à voix haute. La vie va faire ce qu'elle a à faire dans sa spontanéité, en fait, tout simplement. Et naturellement, en fait, il y a un état de paix qui va se réinstaller de lui-même. Parce que l'émotion, elle a fait son chemin. Par exemple, une fois qu'on a pleuré, on se sent mieux, naturellement. Ce genre de choses. Je me lâche complètement la grappe et aussi, je me lâche la grappe avec l'image spirituelle de quelqu'un de spirituel, d'éveillé, qui serait tout le temps bien, tranquille, dans le nirvana. Bon, je lâche la grappe avec ça parce que moi, c'est pas mon cas, je me sens pas tout le temps complètement tranquille. Il y a encore des inconforts et puis c'est ok. Et ça, c'est très très reposant, je trouve, de vraiment se lâcher la grappe avec l'inconfort. Il a toute sa place, il a tout son droit à être là. C'est pas un problème pour l'être, en fait. Alors je vous propose, Louane et Alison, de refaire une deuxième petite pause. Je tente ma chance une deuxième fois, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui se sentirait de guider un petit exercice? Alison, tu me disais dans notre préparation que tu pensais à une petite relaxation, méditation pour se recentrer, se connecter au cœur, à notre intime sensation d'être. Je te cite. Oui. Est-ce que tu te sentirais de nous faire quelque chose, ou alors sinon Louane? Et si c'est non, c'est pas un souci, on met la musique juste après. Ok, allez, je me lance. Alors, je vous invite à fermer vos yeux et à vous déposer complètement dans l'ici et le maintenant. Laissez-vous complètement imprégné par cet instant. Un instant pour vous, un instant de détente. Je vous invite à venir prendre conscience de votre respiration, sans chercher à la modifier, juste laissez-la être telle qu'elle est. Sentez l'air frais pénétrer par vos narines à l'inspiration et l'air tiède en ressortir à l'expiration.
Essayez de percevoir d'où part votre respiration et où arrive-t-elle. Et à présent, je vous invite à redescendre votre attention dans votre cœur. Sentez cette zone reposée, calme, puissante. Essayez de sentir, de percevoir cette sensation d'être ce je suis, ce j'existe, qui est là, près de vous. Goûtez à cette sensation, à ce silence. Laissez-vous complètement imprégner. Et je vous invite à reprendre conscience tranquillement de votre corps, dans l'environnement dans lequel vous êtes. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. Désolée, c'était un peu court, mais en fait, j'ai beaucoup de bruit dans mon casque, c'est très très dérangeant. Merci Alison, on va passer un petit peu de musique. Peya Machi from Four Great Winds.
la sublime voix de Peya. C'était Machi from Four Great Winds. Alors vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 avec Olivier, donc dans Nouvelle Conscience, et puis j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Louane Hugenel et Alison Bappel qui sont en Dordogne, qui sont en Ardèche et qui sont aussi à Paris avec la magie des ondes avec vous, où que vous soyez, et justement qui nous racontent que effectivement qui que vous soyez, qui que soit l'autre, finalement l'autre est moi. Donc c'est ce mystère que nous explorons ce soir dans cette émission. Louane, je voudrais te proposer 2 citations. Je ne te dirai pas de qui, puis tu pourras rebondir dessus si tu veux. La vie se passe très bien de ton contrôle personnel. Que se passe-t-il si tu ne crois plus à aucune de tes pensées? D'ailleurs, qui a le pouvoir d'y croire ou de ne pas y croire? Vois simplement que tu es déjà libre. Merci. Tu vois de qui c'est? Bah, il me semble que c'est moi qui l'ai écrit il y a quelques jours. Bien vu. Ouais. Ouais, qu'on est déjà libre. Le déjà, en fait, il est fabuleux. C'est déjà. Nous sommes ce qui... Comment mettre en mots? Après, en fait, finalement, j'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais sous des formes différentes. Et c'est parfait. C'est génial. Et nous sommes ce qui peut contenir, ce qui peut voir toutes ces pensées, ce qui peut voir toutes ces images, ce qui peut voir toutes ces couleurs d'émotions. Nous sommes ce qui perçoit, ce qui contient, ce qui est. Et c'est déjà. Nous sommes déjà. Nous sommes. Qu'on veuille ou non. Et à partir de là, il n'y a plus rien à chercher et c'est complètement ok de chercher quand même. mais fondamentalement, il n'y a plus rien à chercher. Parce que ce qu'on cherche, c'est à partir d'où l'on cherche. Mais la recherche n'est pas du tout un problème. Il n'y a rien qui a un problème en fait pour l'être, pour la conscience. Quand tu dis il n'y a plus rien à chercher, excuse-moi je t'interromps, ouais. Mais il n'y a plus rien à chercher quand tu y es arrivé. Quand tu as conscience de ce qu'il y a derrière. Mais pour toute personne qui est en quête spirituelle, qui justement cherche à se retrouver, il y a une recherche à faire. Bah, en fait, une personne qui est en recherche, elle a l'élan de chercher et c'est parfait parce que c'est son élan. Et c'est un élan magnifique. C'est vraiment, je trouve ça merveilleux. Et il n'y a plus qu'à aller au bout de cet élan et puis voilà. J'aurais pas envie de dire à quelqu'un qui cherche, arrête de chercher, pas du tout. Je crois que tout est parfait pour chacun et si quelqu'un a l'élan de chercher, c'est que c'est absolument parfait pour cette personne à ce moment-là. Il n'y a pas à chercher, à arrêter de chercher en fait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'être au monde, juste la tienne. Ouais. Moi j'avais écrit ça et ça c'était il y a peut-être un an, quelque chose comme ça. Ouais, ça c'est hyper reposant aussi quoi, se dire il n'y a pas à... On peut s'inspirer les uns des autres, ça c'est magnifique, mais il n'y a pas à chercher à être comme l'un ou comme l'autre parce que c'est merveilleux, on est unique, c'est quand même formidable. Il n'y a pas un seul exemplaire exactement comme nous. et notre cheminement là, dans le relatif, il est merveilleusement unique. Parce que je vois que des fois, en fait, moi j'ai pu me dire ah mais t'as vu cette personne-là, par exemple cette chère Ginette que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, elle est d'une douceur infinie, elle est tout le temps dans une douceur merveilleuse et j'étais là, moi je suis pas tout le temps dans cette douceur-là, moi je suis assez impulsive, je râle, je machin. Il y avait cette comparaison, alors qu'en fait non, chacun a sa couleur. Il y a des êtres, par exemple, j'ai l'impression qu'Alison elle aime bien bouger. Et il y a des êtres qui ont beaucoup moins ce goût-là et qui vont avoir le goût de rester à contempler pendant des heures. Et d'autres, ils vont avoir vraiment le goût de bouger beaucoup. Il y en a, ils vont avoir le goût dans des activités qui sollicitent beaucoup le mental, des trucs d'ingénieur, de je ne sais quoi. Je ne me connais pas trop, c'est pas trop mon rayon, mais voilà. Des choses assez techniques. Mais d'autres, ils vont avoir des élans de jardinage.
chacun sa couleur, sa texture, sa façon d'être. Et il n'y a pas à chercher à être comme quelqu'un d'autre. Il y a juste à laisser sa propre couleur se déployer. Et après, on est comme un festival les uns pour les autres, en fait. Genre, je vois Alison, je contemple la couleur d'Alison. C'est genre, waouh, en fait, comme Alison, c'est moi, finalement. Moi, je suis comme ça aussi. Ah oui, moi, il peut prendre cette texture-là, cette couleur-là. Ah oui, et Olivier, c'est pareil. Ah ouais, Olivier, il a cette façon d'être-là. Cette radio, ici et maintenant, c'est pareil. Je trouve ça génial. C'est merveilleux, c'est comme un spectacle. C'est waouh, la vie, elle a créé une radio qui s'appelle Ici et Maintenant, qui est présentée par Olivier. Et la vie, elle crée Alison. Et elle crée ce verre à côté de moi sur la table. Et tout est un festival. C'est comme on est la vie qui joue à se goûter elle-même à travers des milliards et des milliards de textures. Ça me faisait penser un petit peu à Byron Katie, qui a aussi cette façon de voir la vie de manière très spontanée et voir la richesse des choses même quand on ne la voit pas forcément. Et justement, une petite citation de Byron Katie que Louane aussi tu as cité un jour, une petite phrase très courte mais très riche. Tu avais un plan, la réalité en a un autre. J'adore. Simple et efficace. Très efficace. Oui. Comment tu le perçois, comment tu l'interprètes? Parce que concrètement, là, il y a quand même une dichotomie entre l'individu, l'ego, celui qui croit avoir le libre arbitre, et puis la vie, et puis le silence, et puis la présence. Ouais. Oui, il y a une dichotomie, en fait, il y a d'ailleurs cette autre phrase de Byron qui me revient, c'est il y a ce que vous dites sur la vie, et puis il y a la vie. En fait, c'est ça, c'est le jeu de la vie. La vie, elle permet qu'on puisse se raconter des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe vraiment. Et c'est comme ça, c'est le jeu. En fait, il y a la vie qui se vit, et puis nous, les êtres humains, on a la capacité de se raconter plein de choses sur ce qui se déroule, et d'avoir envie que ce soit autrement, ou d'avoir envie... on a la capacité de vouloir que les choses soient autrement, alors que de toute façon, elles ne pourront être que ce qu'elles sont. Il n'y a aucun contrôle personnel possible. C'est ça, c'est le jeu. Le jeu. Mais en fait, ce que cette phrase, ce à quoi on voit vraiment cette phrase, c'est en fait, dans tous les cas, on n'a aucun contrôle personnel sur ce qui se déroule. Ce qui doit se dérouler se déroule. Et ça me renvoie à une phrase, voilà, c'est ça, de Ramana Maharshi. Ce qui devra arriver, arrivera, quels que soient vos efforts pour l'éviter. Quelque chose comme ça. C'est juste ça. Quels que soient les efforts personnels du personnage qu'on croit être, ce qui doit être sera. Donc peut-être que notre libre arbitre aussi est simplement dans le fait de retarder ce qui doit arriver. En choisissant de ne pas épouser l'élan. Et ce fait de ne pas épouser l'élan, de repousser, en fait finalement, c'est pareil, c'est aussi la vie qui joue, et c'est pareil, c'est pas choisi non plus. C'est pour ça que je vois pas vraiment non plus le libre arbitre là, parce que on choisit pas de ne pas épouser l'élan de la vie, on choisit pas de pouvoir forcer les choses, de pouvoir contrôler les choses de manière personnelle aussi. Ça, c'est aussi la vie qui joue, en fait. C'est aussi la vie, ça. Le personnage le fait qu'on croit être un personnage qui contrôle, c'est aussi la vie qui fait ça, qui joue ça, qui met ça en œuvre. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, ça reste extrêmement mystérieux, bien sûr, mais on met des mots sur quelque chose de totalement imperceptible, indescriptible, et c'est ça qui est formidable. Ouais. Alison, un commentaire sur tout ce qu'on vient de dire? Oui, en fait, la vie, elle épouse tout. Enfin, il n'y a rien. Tout ce qui est ne peut pas ne pas être. En fait, c'est comme ça. Il n'y a rien. Je veux dire, c'est très vérifiable. On se fait toujours des plans dans nos têtes sur ce qu'on va faire. Et puis en fait, ça ne se passe jamais comme on l'a imaginé. Est-ce qu'une fois dans vos vies, c'est hyper vérifiable, ça? Ça s'est vraiment passé exactement comme vous l'aviez imaginé. Mais moi, en tout cas, personnellement, jamais. Donc, c'est vérifiable tout le temps.
Et c'est vrai qu'en fait, non, on ne retarde même pas l'élan. Je veux dire, le fait de retarder l'élan, c'est l'élan. Donc, rien n'est en dehors de la vie, rien ne se joue en dehors, rien n'est extérieur, tout est inclus. Tout est toujours inclus. C'est un grand sac, on met tout dedans, quoi. Il n'y a rien à mettre en dehors. C'est toujours cela, tout le temps. Tout le temps. Chez tout le monde, en action, partout. Il n'y a rien en dehors de ça. Rien. Lorsqu'on s'adresse au chercheur, on lui reflète l'image du chercheur. Il reste alors dans cette illusion d'être un chercheur et que nous sommes un guide pour lui. Lorsqu'on s'adresse directement au soi, ou je dirais plutôt au rien dans le chercheur, on reflète notre propre soi, notre propre rien. Cela fait l'effet d'un ricochet. Les mots ne sont pas là pour traverser, pénétrer ou convaincre, mais bien pour faire écho à quelque chose de déjà accompli chez le tout soi-disant chercheur, comme chez le soi-disant guide. C'est là que finalement on se rend compte de l'importance d'une transmission claire, dénuée d'intention, projection et autre identification. Ce que je ne prétends pas être en mesure de faire d'ailleurs. Je partage seulement mes propres expériences, difficultés et compréhension de l'instant, comme celle-ci, et ça me va très bien comme ça. C'est de toi. C'est ça. Bon. En fait, ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que même quand je parle de faire écho, en fait, donc je parle au soi. Donc en fait, je me parle à moi-même. Donc en fait, il n'y a pas de chercheur, il n'y a pas de guide, hein, il n'y a pas de chercheur, ça n'existe pas. Je ne me parle toujours qu'à moi-même. Là, on est en train de faire une émission de radio. Et en fait, je suis en train de me créer cette émission de radio et je me parle à travers moi, et je me parle à travers Olivier, à travers des auditeurs. Donc, en fait, c'est de ça qu'on parle. Il n'y a même pas un miroir, finalement. Il n'y a même pas... Ouais. C'est complètement absurde ce que je vous dis, mais c'est un tel paradoxe, en fait. C'est un tel paradoxe. Quand on se positionne vraiment dans le fait d'être un chercheur ou une personne ou un guide, etc., c'est une identification tout simplement, alors que c'est un costume, c'est un vêtement qu'on porte. Et en fait, ce qu'on est n'est pas fondamentalement n'est pas ce vêtement. Donc oui, l'importance d'une transmission claire, très claire, et d'un enseignant expérimenté, je dirais. Et très clair dans sa compréhension, puisque les mots sont très importants en fait, puisque déjà chaque mot qu'on capte quand on est chercheur, on intellectualise beaucoup, on s'en fait des concepts, on l'imagine, on le mentalise, on essaie de le comprendre en fait. Et c'est pour ça que par exemple, j'ai une enseignante que j'aime beaucoup, c'est Gangamira, qui elle ne laisse rien passer. Elle ne donne aucune nourriture mentale, très peu, vraiment très peu. Et elle est très alerte sur les mots qu'elle emploie, justement parce que je pense qu'elle sait à quel point on peut se fourvoyer avec les mots, avec la projection que l'on a sur l'enseignant aussi, sur le guide ou le maître, peu importe. On projette beaucoup en fait quand on est en chercheur. Moi je suis chercheur et lui c'est le maître et lui il sait mieux que moi, lui il est plus que moi en fait, il est plus que moi et moi je suis moins que lui. Et c'est un support, mais à un moment donné, le maître est là pour affranchir de ce support. On ne peut pas garder un guide ou un disciple comme un attachement. Pourtant, il a besoin de ce support-là, pour certaines personnes en tout cas. Et voilà. Moi, je ne fais juste que partager mon expérience. Simplement avec les mots que je peux employer. Et voilà. Vous avez un petit peu parlé des personnes qui vous inspirent. On a mentionné Byron Katie qui est venue dans cette émission alors qu'elles ont un passage en France. On a mentionné Gangamira qui elle aussi est venue.
2 fois à l'occasion de ses passages en France. Ramana Maharshi, qui lui n'est pas venu forcément, ça fait à peu près 70 ans qu'il est passé dans l'au-delà. Est-ce qu'il y a d'autres êtres comme ça qui vous ont inspiré et leur message, leur grand message qui vous ont porté? Ouais. Nisargadatta, évidemment. Bien sûr, Nisargadatta Maharaj, qui souvent revient dans cette émission aussi. Enfin, revient. Dans les conversations, bien entendu. Entendons-nous bien. Il est toujours là. Oui. D'ailleurs, s'il veut venir à une émission, je l'invite très très volontiers. S'il veut venir s'installer devant un micro, ça va pas être son genre. Donc, Nisargadatta Maharaj, oui. L'Inde encore, hein. Louane aussi, toi? Moi, il y a que j'aime beaucoup. Il y a Soma Sekha que j'aime beaucoup. Comme mentionné, moi c'est plutôt sur des choses sur YouTube. J'ai pas beaucoup lu, je lis pas beaucoup. Il y a celui qui m'a beaucoup soutenu au début, c'est Eckhart Tolle, qui décortique bien tout. C'est très clair, j'ai beaucoup aimé. Et après il y a Pierre et Gérald, dont Alison parlait, Juliane. Il y en a pas mal sur YouTube. En fait, moi j'aime bien les vidéos YouTube parce que je peux ressentir dans la façon dont les personnes parlent, etc. Je ressens la vibration de l'être en fait dans leur façon de parler. C'est pour ça que j'aime beaucoup écouter sur YouTube les choses. Et c'est beau de voir que tous ces êtres, chacun, ils disent tous la même chose, mais chacun avec leur couleur, en fait. Et une autre question en cette fin d'émission, est-ce qu'il y a des pratiques, peut-être Louane, toi qui a peut-être, Alison, qui a plus peut-être été dans la recherche, dans quelque chose de plus structuré peut-être, des pratiques qui t'ont été utiles sur ton chemin que tu pourrais recommander ou en tout cas dont tu pourrais au minimum parler à cette antenne? Je ne vais peut-être pas recommander de pratique, je vais vous parler de moi, de comment ça s'est manifesté chez moi. Ça a été tellement obsessionnel que je ne pensais qu'à ça et je me suis accrochée au « je suis » de Nisargadatta, sans raccrocher toujours à ce « je suis », ce « je suis ». Ça m'a accroché, je ne pouvais pas faire autrement, je ne pensais qu'à ça. En te posant la question, c'est ça? En te posant la question, qui suis-je, comme le faisait Ramana? Juste en posant un regard. D'accord. Juste en posant un regard. Donc la question Ramana, non, ça m'a jamais parlé finalement, pourtant dans Gamira on parle beaucoup, mais moi non. Mais c'est le fait, je sais pas, de revenir à soi. Si je peux dire ça comme ça, revenir à soi, quelque chose de silencieux en soi, quand je suis, il y a une espèce d'arrêt qui se fait. Dans le je suis, si on ne se raconte pas l'histoire derrière, juste goûter je suis. Et dès qu'on peut, et moi ça a été, je me levais le matin, c'était ça, je me couchais, c'était ça. J'avais le feu, donc en Gamira on parle beaucoup, j'avais ce feu. Pour moi, c'était le but de ma vie, quoi. Le but de ma vie, c'est ça, et il n'y a rien d'autre, et il n'y a que ça qui m'importe. Ça a été vraiment ce qui m'importait. Le feu et ce je suis de Nisargadatta. Et toi, Louane? Moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment beaucoup m'imprégner du silence. Je passe beaucoup de temps à juste être et goûter être. Ça peut être juste allongé sur mon lit, assis sur une chaise, dans un café. Juste je suis et je goûte à cette présence qui ne veut rien. C'est beaucoup ça. Je le goûte. C'est vraiment goûter. Goûter juste être. C'est drôle à mettre en mots goûter être, mais c'est... Je ne saurais pas trop comment le dire autrement. Juste la simple présence, là. Ça peut être... Je peux aussi l'appeler silence. Goûter le silence. Mais donc c'est pas le silence audio en fait, vraiment des sons, c'est le silence intérieur. Merci Louane, Alison. Le mot de la fin, est-ce que vous avez envie de l'une ou l'autre conclure? Moi je voulais vous remercier tous les deux. Et je voudrais remercier Frédéric aussi de nous avoir mis en contact avec toi. Grâce à toi on a pu partager ce moment. Donc merci à ceux qui écoutent aussi. Voilà.
Louane? Grand merci également. Je suis très touchée de vous rencontrer à travers cette interview, de partager avec les auditeurs. Comme disait Alison, pour moi c'est juste un partage de ce que j'expérimente, c'est tout. Il y a pas de... Je prétends pas détenir une leçon ou quoi, c'est juste ce que j'expérimente. Et puis moi ce que j'ai envie de dire, c'est une expression que j'adore, qui amène beaucoup de légèreté, c'est qu'on peut vraiment se lâcher la grappe complètement en fait. On peut vraiment se lâcher la grappe à fond sur tout ce qu'on vit dans cette expérience. Parce que de toute façon on n'est pas l'expérience, on est ce qui la contient, ce qui la voit. Donc on peut vraiment se laisser tranquille et goûter la vie comme elle se présente. Tout simplement. Merci les filles, merci Louane, merci Alison, merci d'avoir fait l'effort de tenir jusqu'aussi tard. C'était une grande première pour vous, bravo, vous en êtes bien sortis. Désolé auprès des auditeurs, auditrices si la qualité sonore a parfois été médiocre, on fait avec ce qu'on a. En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Programme continue. Au revoir. Olivier vous présente le magazine Nouvelle Conscience, le 3e samedi de chaque mois, de 23h à 1h.